Roberto Alagna, bonjour. Bonjour. Vous présentez un nouvel album, Passionne. On va parler de ça, parler de votre spectacle à l'Arena de Genève. Ce sera le 1er avril. Oui. Alors, tout est attendu, tout ce que vous faites est très attendu depuis pas mal d'années. Ça fait combien? Écoutez, ça fait 28 ans que je fais de l'opéra. Ouais. Et puis avant, j'avais fait un peu de cabaret pendant quelques années. En fait, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à 15 ans et l'opéra à 20 ans. Public très large. Dans tout ce qu'on dit de vous, c'est la première chose en général. Vous avez élargi le public de l'opéra. Populaire, ça vous va comme mot? Populaire, le ténor est populaire par essence, déjà. La voix de ténor. À l'opéra, la voix la plus populaire, c'est le ténor. Et pour moi, l'opéra, c'est populaire. Voilà. Quoi qu'on en dise. Et Ça n'était pas à l'origine. Si, puisque c'était la musique de son époque. C'était la musique moderne de son époque, qui était populaire. Aujourd'hui, il y a une sorte d'élite comme ça. On a l'impression que c'est intouchable, que c'est inaccessible, qu'on ne peut pas avoir de proximité avec les artistes. C'est pas vrai. Ce mot populaire, vous savez, qui cristallise beaucoup de choses. Vous savez que les dames en rivière de Perles, etc., qui viennent vous voir, certaines vous regardent un peu hésitantes. Elles se disent, c'est un très grand chanteur, et en même temps, il est un peu dévalorisé. Je pense pas parce qu'aujourd'hui, on aime cette proximité avec l'artiste. D'ailleurs, le mot diva ou divo est devenu un terme péjoratif. Et c'est une erreur. Vous n'avez rien de diva, vous, hein? Non, moi j'ai tout de diva. Au contraire, puisque... Mais pas les caprices? Mais les caprices, ce ne sont pas des vrais caprices. Vous savez, quand vous avez une responsabilité, qui est la voix d'abord, donc il faut qu'on se mette au service de la voix, qui est un instrument très très fragile. C'est un instrument qui ne vous appartient pas. C'est un instrument qu'il faut respecter, qu'il faut vraiment cajoler, c'est comme une épouse, comme un enfant. Vous voyez? Comment vous faites pour le cajoler? Déjà, vous voyez, par exemple, je ne parle jamais fort. J'essaie de conserver ma voix au repos quand elle a besoin. S'il fait froid, je prends soin d'elle. Vous voyez, là, j'ai mis une petite écharpe. C'est très rare que j'en mette une. Mais quand il y a un peu d'air conditionné, ensuite, c'est de ne pas la forcer, de ne pas la brusquer, de la réchauffer le matin. Jamais le matin, en me levant, je vais parler. Parce qu'au début, vous avez de l'eau qui se met sur les cordes vocales et tout ça, et donc les cordes sont un peu congestionnées. Les premiers sons le matin sont dangereux pour la voix. Je n'éclate jamais de rire. Je peux rire, mais je fais toujours attention à ma voix. Si je parle, j'essaie toujours d'avoir une voix qui n'est pas engorgée, mais toujours qui flotte un petit peu. Vous voyez, c'est ça un peu. Les premiers sons le matin, c'est quoi? On essaye souvent sa voix. Moi, je n'essaye pas ma voix. C'est à l'intérieur de moi. Je sais si ma voix est là ou non, parce que j'entends une vibration à l'intérieur dans mon cerveau, il y a quelque chose qui résonne et je sais si la voix est là. Voilà. Alors on est très heureux et euphorique quand on sent que la voix répond bien, et quand elle est pas bien, on est triste toute la journée. L'extinction de voix, ça vous est arrivé? Non, jusqu'à maintenant, non. J'ai rarement annulé pour des raisons vocales. J'ai annulé simplement en 28 ans 2 spectacles pour des raisons vocales. Une, c'était pendant Cyrano de Bergerac. J'ai été obligé d'abandonner après le premier acte. Je ne pouvais plus continuer, j'avais une trachéite. Et donc, j'ai quand même tenu à chanter, j'ai essayé. Ça, c'est un peu mon défaut. Je tente tout le temps l'impossible. Donc, j'y vais quand même. La piqûre de cortisone, les médicaments, vous n'avez jamais fait ça? Non. Il ne faut surtout pas le faire. Je sais que beaucoup de chanteurs de variété font ça, et même certains chanteurs d'opéra, mais c'est très risqué parce que la piqûre de cortisone, ça vous enlève l'inflammation sur l'instant, vous êtes un peu anesthésié, et vous pouvez faire un claquage derrière. Vous forcez l'instrument. Donc je préfère au contraire à un moment dire voilà, mesdames et messieurs, j'en peux plus, je jette l'éponge, mais ça m'est arrivé rarement. Et la première fois que j'avais annulé, c'était au Métropolitane. J'avais une allergie au platane, et donc j'étais congestionné. Les platanes de où? De la rue avant d'arriver? De Central Park. Il y en a partout, j'habitais en face. Et donc, c'était mes débuts au Met, et j'étais vraiment, vraiment très congestionné. J'ai quand même fait la représentation, et comme je n'avais pas été à 100% au plus haut niveau, j'avais décidé d'annuler la 2e représentation. Et j'ai passé ma nuit à chanter à la maison. Et c'est là que je me suis dit, plus jamais je ne ferai ça. Parce que j'étais d'une tristesse incroyable en me disant, mais en fait, j'aurais pu y aller. Voilà, donc, je tente toujours le coup, et puis si ça passe ou ça casse. Voilà. Vous avez un personnage et une voix qui attachent énormément. Quand on va sur Internet, il y a tous les qualificatifs possibles sur votre voix. Vous-même, vous la définissez comment? C'est une voix sincère. Voilà, sincère. C'est une voix qui n'est pas truquée. C'est une voix qui est... Naturelle? Non, pas naturelle. Ça n'existe pas, le ténor avec la voix naturelle. Je sais que c'est un terme... Ça veut dire sur scène, c'est différent forcément? Non, c'est que c'est une voix travaillée en réalité. C'est une voix qui est domptée. Une voix, c'est comme un cheval sauvage. Et il faut le dompter, parce que sinon, ça part dans tous les sens.
voyez, c'est la même chose. Il faut canaliser l'énergie. Et le ténor était une espèce, on parlait d'extinction de voix, mais c'est peut-être une espèce en voie d'extinction plutôt. Et, parce que c'est très rare, les ténors, parce que c'est pas naturel. C'est pas, il y a 2 siècles, le ténor n'existait pas. Le ténor moderne d'aujourd'hui n'existait pas il y a 2 siècles. Vous dites sincère, votre prononciation même a quelque chose de sincère, direct, qui touche les gens, à votre manière de prononcer les R, je crois. Hein. Parce qu'il y a les R très grandiloquents à l'opéra, c'est pas les vôtres. Non, en français, c'était. En français, on avait l'habitude de chanter le français d'une façon un peu précieuse. Exemple Salut demeure chaste et pure, avec des R comme ça. Et je trouvais que ça faisait un peu vieillot, et moi j'ai voulu apporter le côté un peu l'urgence moderne de la déclamation. Et au départ, ça a été un peu... d'autres l'avaient fait avant moi, mais il y avait des défauts. On entendait la gorge, des trucs comme ça. Et moi, peut-être, par mes origines siciliennes et italiennes, j'ai réussi à adoucir ce R, qui est devenu une sorte de R qui s'incruste bien dans le phrasé musical. Le R en Italie, c'est un monument, parce qu'il y a toutes les manières de le prononcer du nord au sud. Oui, bien sûr. Oui. Mais vous savez, en fait, en français, c'est encore pire, parce qu'avec les accents aigus, graves, etc., c'est encore les AI et tout ça. Donc le E, le E, le E, c'est toujours différent. Ce qui attache à vous, c'est votre vie. Alors, votre vie est un roman, c'est une énorme banalité de le dire, mais dans votre cas, c'est vrai. C'est-à-dire enfant de maçon, de couturière, qui devient grande vedette d'opéra. Alors, on écrirait le scénario, on dirait c'est presque un peu trop. Hein. C'est vrai, c'est vrai. On a l'impression que vous vous lassez jamais de le raconter, avec beaucoup de gentillesse. Oui, parce que quand je le raconte... Ça reste une très belle histoire. Quand je le raconte, je revois les images. Et donc, ces images me touchent. Vous voyez, je vous en parle et ça me va droit au cœur, ça me donne des frissons. Parce que moi, je revois tout ce que je ne peux pas raconter, mais qui est à l'intérieur de moi, et que souvent, au fil de mes insomnies, comme ça, je déroule le film de ma vie, et je revois ces images. Donc, c'est sûr que c'est l'album photo. Moi, je ne fais jamais de photos, vous voyez. Par exemple, aujourd'hui, on fait des photos avec tout, les téléphones, tout ça. Moi, non, je garde tout en mémoire, et après, le soir, je repasse tout ça. Voilà. C'est ma façon de vivre, c'est ma façon... Parce que je suis quelqu'un de nostalgique. Le passé m'apporte de la tristesse. Et je suis très attaché au passé en même temps. Je suis quelqu'un qui va vers le futur, mais toujours avec un petit regard vers l'arrière. Famille de Siciliens, exilés en France, Clichy-sous-Bois, la banlieue. Il y a des scènes incroyables, vous racontez le vrai prolétariat, quoi. Il faut dire les choses, c'est bon. Mais sandwich, cinéma, les films de karaté. Ah oui, non, ça c'est quand on sortait avec les copains. Vous savez, on est en banlieue. C'est dur pour les enfants de banlieue d'aller sur Paris. Parce qu'il faut de l'argent pour prendre même le métro, le train. Il faut prendre le bus, le métro et le train. Le bus, train et métro. Donc ensuite, il y a la soirée, le cinéma ou ce qu'on veut faire autre chose. Si on veut aller dans un restaurant, il n'y avait pas à l'époque encore ces McDo et tout ça. Donc c'est difficile. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Nous, on était ensemble avec des amis. Il y en avait un qui prenait une sorte de fourgonnette. On mettait l'argent ensemble, on partageait ce qu'on avait. Donc, il y en a un qui avait 5 francs, 3 francs, 4 francs. Et on partait tous ensemble, on mettait de l'essence pour pouvoir aller sur Paris avec cette fourgonnette. Et là, on n'avait qu'une seule distraction, c'était d'aller, puisqu'on n'avait pas assez d'argent, on allait voir des films de karaté qui coûtaient, je ne sais pas, 10 francs les 2 films. Et puis, on avait le sandwich tunisien en bas avec les frites. Et pour nous, c'était notre sortie, quoi. C'était ça. À ce moment-là, vous vous imaginiez devenir quoi? Rien. Je n'ai jamais rien imaginé, parce que déjà, j'avais une timidité incroyable, j'étais pas ambitieux du tout. J'avais toujours peur de rêver trop fort. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'était dans mon tempérament, c'est ce qui a développé ma sensibilité, c'est ce qui faisait aussi peut-être mon côté touchant. J'étais quelqu'un je suis encore quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à la relation humaine. Beaucoup, beaucoup. L'amitié, la famille, le rapport avec les gens, même que je ne connais pas, est très important pour moi. C'est ce qui me nourrit, c'est ce qui m'enrichit. Donc, je ne pouvais pas me projeter en me disant « je veux devenir un tel, un tel, un tel ». Non, moi, je me souviens, un jour, j'ai osé dire à ma mère « je veux devenir chanteur d'opéra ». Mais elle m'a dit « mais tu sais que c'est difficile ». Et moi, j'ai dit « non, mais je voudrais entrer dans un chœur ». Voilà. Et je n'ai même pas dit le chœur de l'Opéra de Paris. Pour moi, c'était, je ne sais pas, Tourcoing. Vous voyez. Donc, je n'ai pas eu d'ambition. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis toujours satisfait de ce qui m'arrive, parce que c'est que du cadeau, quoi. C'était la banlieue, c'était la pauvreté, c'était pas la tristesse, pas du tout. Hein. Vous dites, au contraire, c'est une période très heureuse pour vous. Ah, je ne savais pas que c'était la pauvreté. Moi, j'étais né là-dedans. Donc, je ne voyais pas. On vivait entre nous.
les gens nous regardaient un peu comme l'étranger, donc on avait un peu peur. Je me souviens d'une anecdote, je la raconte souvent, mais elle n'aime pas trop que je le raconte, c'est Sylvie Guilhem. Sylvie Guilhem habitait trois maisons plus loin. Donc ma grand-mère et sa grand-mère étaient amies. Sa grand-mère était espagnole, elles se rejoignaient, elles parlaient un peu de leur pays, donc elles étaient très complices. Mais Sylvie Guilhem passait devant chez nous en courant. Et moi, je me demandais tout le temps, mais pourquoi elle court? C'est peut-être parce qu'elle est danseuse, je savais qu'elle allait à l'opéra, elle habitait là-bas, elle était petit rat et tout ça, ça me fascinait. Mais son père avait interdit à Sylvie de nous fréquenter, aussi bien son frère qu'elle, parce que on était, pour eux, on était les petits délinquants du coin. Et aujourd'hui, quand son père me voit, il est en pleurs, parce qu'il se dit, mais ce garçon, en fait, il faisait le même chemin que ma fille, sauf que lui, il le faisait tout seul, dans son coin. Et voilà, bon, mais c'était pas la tristesse, on chantait tout le temps. Ça, c'est le côté Mozart de votre histoire. Famille où tout le monde chantait, où il y avait des vrais dons vocaux, hein, je crois que votre père même. Oui. Ah. Mon père, mes oncles, mon grand-père, tout le monde, quoi. Ma sœur, beaucoup de gens dans ma famille. Et d'ailleurs, mon arrière-grand-père aussi. J'ai raconté ça dans un livre. On m'avait demandé de faire une bio. Et puis moi, je me suis dit, je ne vais pas faire une bio. D'ailleurs, au départ, je me suis fait un peu... enfin, ils ont rouspété un peu en me disant, mais on avait besoin d'une bio, tu ne parles pas du tout de ta carrière. Rien. J'ai dit non. Je dis, moi, écoutez, si ça vous plaît, vous prenez, sinon on arrête. Ça ne sert à rien. Je dis, la bio, je la ferai un de ces jours, quand j'aurai terminé, on verra ça. Mais j'ai fait une saga familiale où j'expliquais pourquoi j'étais ce que je suis. Et que ce n'était pas le fruit du hasard. C'était le titre du bouquin, d'ailleurs. Et c'était cette saga familiale où on voit que le fil conducteur de cette famille, c'est la voix et le chant. Avec des scènes extraordinaires, hein. Vous jouez au chef d'orchestre, vous avez quoi, 10 ans, quelque chose comme ça? Oui, même plutôt. Et il y a toute la famille, ou à la cuisine, ou au salon, enfin, et vous dirigez, hein. Vous êtes autoritaire déjà, d'ailleurs. Hein. Je ne suis pas autoritaire, je n'ai jamais été autoritaire. Au contraire, je suis quelqu'un d'extrêmement indulgent et de tolérant. Ça, je ne sais pas pourquoi, de qui je tiens ça, mais je suis comme ça. C'est peut-être l'éducation que j'ai reçue, ça m'a donné cette sagesse, entre guillemets. Quand même, vous guidez, hein, vous attribuez les rôles. C'est-à-dire que j'entendais ce qui n'était pas agréable à entendre. Parce que tout le monde chantait, vous imaginez 40 personnes chantant en même temps, sous aucune conduite. Donc chacun prenait des tonalités différentes, on rentrait en canon, mais c'était plus du canon. C'était une sorte de brouhaha comme ça qui, moi, m'indisposait. Donc j'ai été le premier à dire, tiens, toi, tonton, regarde, fais comme ça. Et donc voilà, j'ai fait un petit peu mon arrangeur. J'étais plutôt qu'un chef d'orchestre, j'étais presque un orchestrateur. Alors ça, c'est le milieu d'origine. Entre ça et puis la réussite d'aujourd'hui, le moment où ça a vraiment basculé, vous avez dit, ça peut être ma carrière, c'était quand? En fait, je crois que je me suis jamais dit ça. Jamais. Parce que ça a été une continuité de... J'ai souvent pris des chemins de traverse et je ne sais pas pourquoi, il y avait une sorte de force qui me remettait toujours dans ce droit chemin, qui était ce droit chemin du lyrique. Pourtant, j'ai essayé de partir parce que c'était difficile au départ. On m'a beaucoup critiqué. Et d'ailleurs, si vous allez sur des blogs ou vous allez voir que j'ai été critiqué du départ, mais très très durement. Et ça continue. C'est quoi, une vocation, on peut dire ça? Non, je crois que c'est un état d'âme. C'est une façon d'être. Ouais. Je prenais les choses comme elles venaient. J'ai jamais rien demandé. C'est-à-dire que même quand j'ai fait les concours Pavarotti, j'ai pas demandé à être dans le concours. Je me suis retrouvé embarqué dans ce concours. Quand j'ai fait des rôles, c'est parce qu'on me les a proposés. Quand j'ai débuté dans des théâtres, c'est parce qu'on m'a invité. J'ai jamais fait un rendez-vous avec un directeur de théâtre en lui proposant des ouvrages. Jamais. J'ai toujours accepté ce qu'on m'a offert. Comment ça se fait que vous ayez pu réussir alors que c'est un milieu et des égos énorme, hein. Il y a beaucoup de cas. Je vous assure que à l'opéra, c'est pas ce qu'on croit. Hein. Croyez-moi, maintenant, vous savez, ça fait 28 ans que je les fréquente, les chanteurs d'opéra, et vous pouvez pas savoir le doute qu'il y a chez les chanteurs d'opéra, la fragilité, la sensibilité. Pourquoi? Parce que c'est la seule discipline où on est obligé de se remettre en question tous les soirs et où on peut chuter tous les soirs. Vous avez beau chanter comme un dieu pendant toute une représentation, il suffit d'une note et on vous met à terre. C'est difficile, le monde de l'opéra. Et croyez-moi que les chanteurs en sont conscients. Tous les jours, vous savez, Caruso disait une phrase très belle. Caruso, il disait « Je suis en forme 2 soirs par an, et ces 2 soirs-là, je ne chante pas. » C'est la vérité. Le trac, vous l'avez toujours, la tension, vous l'avez toujours aussi forte. Est-ce que ça grandit même avec le temps? Oui, beaucoup plus forte aujourd'hui. On a plus à perdre? Non, parce que ça devient de plus en plus dur, on attend beaucoup plus de vous. Quand vous atteignez un certain niveau... J'ai l'impression que le public voudrait un miracle chaque soir. C'est curieux, hein?
Et je comprends en même temps, parce qu'on a envie d'un miracle. Mais comment on peut faire des miracles tous les jours? Ah, vous connaissez une gloire énorme. L'aspect populaire, quand vous chantez Mariano, quand vous chantez les mélodies siciliennes, ça vous amène même un public pour l'hyper classique. Hein. Les gens achètent encore plus. Sans le vouloir, hein, sans le vouloir. Parce qu'au départ, quand je propose de faire ce Mariano, enfin Cyrano, c'est vraiment quelque chose qui me poursuit depuis toujours. Mariano, j'ai voulu le faire d'abord dans ma première maison de disques, il y a à peu près 15 ans, presque 20 ans même. Et ma maison de disques m'a déconseillé de faire ça en me disant « tu vas ruiner ton image de chanteur d'opéra ». Et il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. Ensuite, quand je l'ai proposé à ma deuxième maison de disques, eux étaient partants. Bon, j'avais déjà 25 ans de carrière. C'était déjà un peu différent. Mais c'est vrai que ça a dérangé certains puristes qui sont en fait un groupuscule, pas beaucoup de gens. Parce que la multitude, au contraire, la masse, a été réjoui de ça, parce que les gens aimaient aussi Mariano. Mariano, c'était un vrai chanteur, c'était une star, une vedette, on disait à l'époque, incroyable. C'est le premier à avoir un fan club, c'est le premier à avoir des disques d'or, des trucs comme ça. Donc c'était un vrai hommage. Et quand j'ai voulu faire ça, dans ma famille ou mes amis, tout le monde me le déconseillait en me disant, tu sais, tu vas te casser la figure, c'est ringard, Mariano. Aujourd'hui, plus personne n'aime ça. Mais moi, je sais pas, je sentais à l'intérieur de moi, on parlait plus de Mariano, et je trouvais que c'était injuste. Ça, c'était mon côté Zorro. Je voulais un peu défendre cette injustice, et j'ai rendu hommage en pensant qu'on allait se casser la gueule. Alors, prise de risque réussie, la prise de risque chaque soir, vous le dites, y compris physique, quand vous décrivez vos doigts. Il faut être vraiment sportif. Hein. Oui, il y a un côté maîtrise de soi. Il y a un côté athlétique. C'est pour ça que c'est de plus en plus difficile, parce que quand vous passez la quarantaine, vous le voyez bien dans le sport, hein, passer 36 ans, dans tous les sports, on arrête. On commence à diminuer, on ne peut pas, parce qu'il y a le côté athlétique de la jeunesse qui s'en va. Et donc là, il faut essayer de pallier cette déficience avec l'expérience. Ça veut dire quoi? Il faut se priver, il faut des sacrifices? Il faut plein de sacrifices, vous savez, pour être un chanteur d'opéra. Tout. Vous sacrifiez votre vie pour faire... vous êtes obligé de sacrifier votre famille, vous êtes obligé de sacrifier tout. Mais ces sacrifices... Vous y pensez sans arrêt, hein? Oui, bien sûr. Mais la chose à laquelle vous pensez le plus, c'est la voix, tout le temps. La voix, même chez vous, par exemple, je vous écoute, j'écoute votre voix, je la dissèque. Quand j'entends parler quelqu'un au téléphone, la première chose qui m'attire chez quelqu'un, c'est la voix. Et c'est pour ça que je suis tombé amoureux de ma femme. C'est pour ça que... Par la voix? Oui, la voix d'abord. Je l'ai entendue derrière la porte. Je ne sais pas qui c'était. Je suis tombé amoureux de la voix d'abord. C'est magnifique, ça. C'est du Casanova. Voilà. Et ensuite, j'ouvre la porte et voilà, c'était cette fille splendide. Elle correspondait? C'était mon idéal. Et voilà. Et donc, même si on est des tempéraments forts comme ça, où on est comme je sais pas moi, deux tremblements de terre ensemble, mais ces étincelles-là sont toujours là, toujours très très vivantes et très fortes. Vous avez connu les épreuves, alors celle qu'on cite toujours, c'est le moment où vous êtes sifflé à la Scala, avec la violence, y compris physique, que ça représente. Hein. C'est pas un moment simplement difficile à passer. Une chose, tout le monde est sifflé à la Scala, tous les soirs. D'accord? Donc ça, on le sait. Bon, on n'en parle pas parce que souvent, si vous n'avez pas une certaine personnalité, etc., on n'en parle pas. On a parlé de Pavarotti parce que c'était Pavarotti. Mais tous les autres ont été sifflés. Tout le monde a été sifflé. Même tous les ténors d'aujourd'hui ou les chanteurs d'aujourd'hui. À l'instant des sifflets, vous vous êtes dit quoi? Non, mais je le savais puisqu'on m'avait prévenu. Donc ce qui m'a gêné, c'est que c'était à des fins politiques. C'est ça qui m'a gêné. D'abord, et parce que j'étais affaibli, parce qu'à ce moment-là, j'avais des problèmes de santé. C'est des scènes dignes du parrain, hein, parce que vous décrivez des moments où, par exemple, le chanteur de remplacement monte sur la scène et il vous bouscule. Physiquement. Hein. Oui, mais il n'a pas fait ça pour mal. Ça veut dire qu'en fait, il ne m'a pas laissé le temps de sortir. Il est rentré aussitôt. Et ça, à l'opéra, ça veut dire que c'est une préméditation, puisque quand il se passe quelque chose comme ça... Donc il y a quand même quelque chose de mal, y compris dans les jours avant, ces petites menaces qu'on vous glisse. Oui, mais ça, c'est normal à la Scala. C'est quelque chose... C'est pas un monde très sympa quand même. Non, mais c'est comme ça, c'est un monde de passionnés, c'est des gens qui sont mélomanes, ils voient... C'est tout le temps, il y a tout le temps ça, les grands chefs d'orchestre, Giulini et d'autres, Kleiber, tout ça. Si vous allez sur YouTube et vous regardez, vous allez voir Kleiber, vous ne pouvez pas savoir qui est décomposé parce qu'on l'insulte. Moi, je me souviens de Mazel, sifflé, insulté, avec vraiment de gros mots. Comprenez? Et la plupart des chanteurs ont été sifflés, parce que c'est comme ça. Mais c'est des vies quand même sous tension extrême. La plupart d'entre nous, quand même, il y a un moment où on rentre chez soi, on met ses pantoufles. C'est vrai.
Chez vous, ça n'a pas l'air. Jamais, c'est pas possible. jamais. Non, c'est pas possible. Mais bon, en même temps, il faut jouer le jeu. Mais je trouve que ça ridicule, moi, parce que c'est quand même une violence, d'accord. Et aujourd'hui, on lutte contre la violence. On lutte contre la violence contre les enfants, contre, je sais pas, l'antisémitisme, enfin, contre tout, d'accord, contre les femmes. Et il faudrait laisser ça, qui est une sorte de hooliganisme quand même, quelque part. Et je crois que c'est pas normal. Alors, la détente, vous dites des choses curieuses. Le jazz, c'est le seul moment où vous écoutez du jazz. C'est un des seuls moments où vous détendez, pensez à autre chose. Oui, le jazz ou d'autres musiques. En réalité, ce qui est très avantageux pour moi, c'est le cinéma. Parce que le cinéma, c'est le seul endroit où je peux me taire. Ouais. Voilà, où je me tais vraiment. Parce que je suis très bavard et c'est pas très bon pour un chanteur. Et au cinéma, voilà. Vous faites quoi? Vous pleurez? Au cinéma, oui, Ouais. je suis très bon public. Je suis, encore une fois, parce que toujours cette relation humaine, je peux pleurer pour un geste, pour quelque chose de beau, une intention, un regard. Vous imaginez une scène, par exemple, comme dans Marius, Papa, je t'aime bien. Voilà, ça me... C'est des scènes comme ça, avec en plus la musique et tout ça. C'est des choses qui peuvent m'emmener très loin. Vous avez vécu 15 ans, je crois, en Suisse. Hein. Oui, c'est un bail. À Coppet, oui. Vous y revenez, vous y reviendrez Oui. 1er avril à l'Arena. Oui. Les Suisses, vous n'êtes pas très Suisse comme ça, a priori, hein, vous êtes quand même très sicilien. Vous savez, il y a... oui, enfin, tout le monde est un peu suisse quand même, parce que c'est quand même... moi, j'adore la Suisse. Hein. Je vais vous dire une chose, je suis triste, parce que j'adorais Coppet. Cette rue principale, les petites boutiques, les gens qui étaient là, je sais pas, il y a quelque chose, le château, j'adorais ça. Ma femme, par exemple, a appris tous ses rôles à Coppet. Elle ne pouvait pas apprendre ses rôles ailleurs que Coppet, parce qu'il y avait une sorte de calme, le lac, voilà. Donc, quelque part, ça me manque un peu. Mais c'est vrai que, pourquoi je dis que je me sens un peu suisse quand même? Parce que j'aime ce côté calme, ce côté détendu, ce côté rigueur, ce côté, organisé. J'aime ça aussi. Chez vous, c'est où? Les chanteurs d'opéra sont de partout. Hein. Vous parliez de New York, des Platanes, de Central Park, etc. Chez vous? J'ai pas de chez moi, c'est ça qui est terrible. J'ai pas de chez moi et c'est curieux parce que je l'ai regretté pendant longtemps, parce que je me disais quand même, j'aimerais bien un jour me poser quelque part. Et en fait, je m'aperçois que plus j'avance en âge, et moins je suis capable de rester sur place. C'est curieux, hein. Donc ce virus grandit en moi. J'ai cette âme bohémienne comme ça qui me fait voyager et qui me fait partir. Et je vais même vous dire quelque chose peut-être de surprenant, mais il n'y a que maintenant, ça fait 2 ans, que je vois la beauté qui m'entoure. Je ne voyais pas avant. J'étais tellement pris par ma fille, parce que ma fille, et donc je suis veuf, j'ai été veuf à moins de 30 ans, avant 30 ans, et avec cette petite fille. Donc, et je me sentais tellement coupable de la laisser chez mes parents, alors que moi je me retrouvais dans des palaces à droite à gauche, dans le monde, partout, dans de beaux endroits, que je ne pouvais pas voir la beauté qui m'entourait. Et c'était une torture pour moi d'être à New York, d'être loin. Et maintenant, parce qu'elle a pris son envol, elle a 20 ans, je la vois, elle est radieuse, heureuse, elle fait ce qui lui plaît. Ça y est, mes yeux se sont ouverts et je vois la beauté qui m'entoure. Et enfin, je peux profiter aussi des beautés de ce métier. Quand on rencontre la mort si tôt, hein, vous l'avez rencontré très tôt de manière vraiment frontale, ça change la voix, ça assombrit. Change tout. Oui, ça change ça change tout. Moi, c'est peut-être là, vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de cette sagesse, le fait de ne pas juger, d'être tolérant, de n'avoir aucun... je ne suis pas possessif, j'aime les choses matérielles, tout ça, rien ne m'atteint. Parce que j'ai compris à ce moment-là que c'était vraiment la relation humaine qui était importante. Tout le reste, ça ne sert à rien. Au moment où ça m'est arrivé, et surtout pour elle, qui a souffert, et on a tous souffert avec elle, mais je me suis aperçu que c'est terrible comment les choses peuvent basculer en un instant. J'étais 2 jours plus tôt l'homme le plus heureux du monde, tout marchait, on venait de s'acheter un petit appartement, on avait une belle voiture, on venait d'avoir cet enfant. J'avais l'impression que ça y est, je roulais avec ma voiture, j'avais l'impression de voler, d'être sur un nuage. Et là, c'est le choc, vous avez la terre qui s'ouvre sous vos pieds et tout s'effondre. Et bien ça m'a tout changé, ça m'a changé mon caractère, ça m'a endurci et affaibli en même temps. Ouais, les deux. Roberto Alagna,
grand attachement du public pour tout ce que vous êtes, pour votre carrière. 1er avril à l'Arena, à Genève. Et ce disque passionne. Passionne, oui. On vous retrouvera dans tout votre... Voilà. Et je tiens à dire aussi qu'à Genève, je chanterai aussi un peu de sicilien, parce que vous savez qu'il y a une grande communauté italienne, en Suisse, et sicilienne. Donc je chanterai aussi pour tous ces gens qui m'attendent, et voilà, donc que j'embrasse, et puis tous les autres, et puis les Suisses, et puis toutes les autres communautés. Merci Roberto. Merci à vous.